Bonjour à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires sur les faits qui ont marqué l'actualité. C'est bien Presse Éco, votre habituelle émission qui reçoit les chroniqueurs, des hommes des médias pour analyser les actualités au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ensemble de sujets. Au plan national, on va d'abord parler de ce drame qui s'est passé donc, à l'unité anti-drogue, 11 morts. On ne sait jusque-là qu'est-ce qui s'est bien passé. On va donc discuter de ce débat, discuter donc de ce sujet. Et puis, second sujet, il s'agira donc du dialogue politique qui a démarré au Burkina et qui se poursuit jusqu'au 22. Nous allons également en parler avec les chroniqueurs qui sont là. Et puis, dernier sujet au plan national, c'est la mesure d'authentification des diplômes des ministres et des chefs d'institutions décidés par le Premier ministre Dabiré Christophe. Nous allons également en parler. Et puis, en international, c'est l'Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa est accusé de tromperie du Parlement. Nous allons donc parler de ces différents sujets-là avec mes invités qui sont là. À ma droite, Maître Kielem de Tambela. Maître Kielem de Tambela est donc avocat. Il est inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche international de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Évariste Faustin Consembo est chroniqueur média. Il est le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole de FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci, Évariste, d'être sur ce plateau. Et puis, juste à côté d'Évariste, Lengani Isaka. Isaka Lengani est directeur de publication de l'Opinion, qui est un journal qui paraît désormais en ligne. Merci d'être là, Lengani. Et puis, enfin, dernier invité, Silga Parfait. Il est journaliste et analyste. Merci, Parfait également. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. Et puis, merci à ceux qui nous prennent en marche. Nous allons donc démarrer avec cette affaire quand même qui est une affaire très sombre, une affaire de mort de personnes, de personnes prévenues, des gens qui étaient en garde à vue, donc interpellés dans le cadre d'une question de drogue, certainement. Et puis, le décès s'en est suivi. On ne sait pas au juste qu'est-ce qui est la cause de ces décès. On a eu beaucoup de réactions, l'UNAPOL, le parti politique, le syndicat des avocats. Alors, on va se poser la question, maître, comment ça peut se faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut déjà penser? Est-ce que peut-être les conditions de détention, l'exécuté des cellules? Alors, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui, vous qui êtes avocat, c'est tellement que le dossier tourne déjà quelque part et que vous avez quelques informations? Non, pas du tout, parce que tant que le dossier ne vient pas dans ton cabinet, tu es comme tout le monde, tu es un profane. Mais qu'est-ce qui peut provoquer cela? C'est la garde à vue. C'est la garde à vue qui a provoqué cela. Donc maintenant, ce sont les conditions de la garde à vue. Pourquoi ils ne mouraient pas quand ils étaient à l'extérieur? Et c'est en garde à vue maintenant qu'ils sont morts. Vous savez... Il n'y a pas que là-bas qu'on fait la garde à vue, il y a les gardes à vue un peu partout. Oui, mais peut-être que c'est les conditions particulières. Et toute l'heure est imputable. Vous savez, l'un des combats que j'ai eu à mener ici, outre la présence de l'avocat dès l'enquête préliminaire, c'était la présence d'un médecin aussi, dès l'enquête préliminaire. Je n'ai jamais été écouté sous le régime de Blaise Compaoré. Et ça se poursuit. Parce que si, au moment de la garde à vue, vous faites passer la visite médicale à la personne, il y a un papier médical qui est là et qui est établi. À la sortie, s'il y a quelque chose, on peut savoir d'où ça vient, puisqu'on connaissait son état au moment de son entrée. Et à la sortie, si on voit son état aussi. Mais dans la situation actuelle, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en garde à vue si la personne ne peut pas supporter les conditions de la garde à vue. Et donc, pour savoir si la personne peut supporter les conditions de la garde à vue, il y a une visite médicale. Et si cela n'est pas fait, la responsabilité incombe à ceux qui ont mis la personne en garde à vue. Donc, si vous mettez quelqu'un en garde à vue, il faut être sûr que la personne peut en supporter les conséquences et que les conditions sont telles que la personne puisse les supporter. C'est pour ça que moi je dis que dans ça, il y a faute. Non seulement il y a faute, mais il y a faute inexcusable. La faute inexcusable en droit, c'est quoi? C'est une faute que rien ne peut justifier. Donc c'est une faute faite dans l'intention de nuire. Et de mon point de vue, ce qui s'est passé, c'est ça. Alors, le gouvernement a déjà pris des mesures conservatoires, on va dire comme ça. Madame la directrice générale donc, de la police judiciaire, Madame Ouedraogo Traoré Néné, a été suspendue de ses fonctions de directeur de la police judiciaire. Le commissaire de police Belem Richard, chef de division de l'unité antidrogue aussi, a été relevé de ses fonctions. Ensuite, tous les agents donc, qui étaient en poste en ce jour-là, donc en service, ont été relevés de l'unité antidrogue et le gouvernement, des explications leur ont été. Est-ce que déjà la réaction du gouvernement, les mesures qui sont prises, conservatoires dit-on, les sanctions peut-être administratives ou disciplinaires déjà, est-ce que c'est suffisant?
c'est peut-être provisoire. Sinon, ce n'est pas ces gens-là qu'il fallait relever. Parce qu'eux, ils ne sont que des exécutants. Bien sûr, on pouvait les relever aussi, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ça, c'est politique. Donc, dans un État de droit, il doit y avoir des démissions des ministres en charge de ce problème. Bon, peut-être, je ne sais pas quels sont les ministères qui sont directement visés. C'est le ministre de la Sécurité. Mais peut-être le ministre de la Justice police, aussi. Parce que la police judiciaire relève aussi du parquet. Voilà. Parce que tous ceux qui sont des commandants là-bas, ce sont des exécutants, c'est des gens qu'on a nommés. Le premier responsable dans ça, c'est le ministère, à qui le président du FASO qui a été élu a délégué une fraction de son pouvoir pour la gestion du pays. Donc, dans un tel cas, même pour moins que ça, dans un État démocratique, les ministres concernés doivent démissionner. Pourquoi? D'abord parce que, pour deux raisons. La première raison est qu'ils ont nommé des gens dont ils n'étaient pas certains des compétences. Et la deuxième raison, c'est pour permettre une enquête efficace. Parce que tant qu'ils gardent leurs fonctions, ils peuvent jouer de leur influence pour freiner ou orienter l'enquête dans une direction ou dans une autre. D'accord. Ou bien pour suborner des témoins. Donc, pour la clarification, généralement, dans un état de droit, comme je dis, les premiers responsables démissionnent pour permettre la clarification du problème. Alors, Évariste Konsebo, le procureur du FASO a ouvert une enquête qui est en cours. Est-ce que, quand on regarde un peu, l'enquête est confiée encore à la police, alors qu'il y a ici des policiers qui sont mis en cause, mais évidemment, sur la question de savoir qu'est-ce qui a pu bien expliquer ce drame, tu as aussi l'occasion d'en parler. Non, c'est vrai que, pour une fois, je suis totalement d'accord avec le développement de Maître. Parce que quand quelque chose est clair, cohérent, limpide, il n'y a pas à tergiverser, pas polémiquer, même concernant, en tout cas, nous concernant ou me concernant. J'ai eu à rendre visite notamment à une famille. Et je peux dire qu'il y a des pères de famille dedans. J'ai même vu un des enfants qui devait avoir à peu près 12 ans, qui n'était même pas encore au courant. Et c'est vrai que c'est un drame, c'est une bavure qui est liée à une négligence. Maître a parlé bien sûr des conditions de la garde à vue, il fallait la présence d'avocats. Mais vous savez, c'est très théorique. Dans nos pays, là, il faut encore avoir les moyens d'accéder à un avocat. C'est pas simple, c'est très compliqué. C'est un. De deux aussi, il a parlé de conditions de garde. C'est vrai, ça laisse supposer qu'il y a plusieurs types de conditions de garde. Normalement, il doit y avoir des conditions décentes, pour pouvoir, humaines, je dois dire, pour pouvoir quand même garder des gens le temps de faire des enquêtes, d'investiguer. Parce que pour le cas que j'ai vu, il y a des gars qui ont été interpellés dans des kiosques. Et après, il y a même eu des perquisitions. Pour le cas précis que j'ai visité, la police même s'est déportée sur les lieux, on a perquisitionné, monté même sur le toit de la maison, ils n'ont rien vu. Bon, et après maintenant, on a annoncé le décès. Bon, toujours est-il, c'est vrai. Les enquêtes sont en cours, mais moi, je ne crois pas à ces enquêtes. Parce que pourquoi? J'ai discuté avec les familles, ils n'ont pas eu à choisir un médecin qui a fait partie de l'équipe. C'est des médecins légistes, certes, mais on sait très bien que dans notre pays, la culture, c'est très difficile de sanctionner des hommes de tenue. On a même vu le cas. Il y a eu des radiés, mais on était obligé de les reprendre. Donc, on a l'impression que cette enquête-là, et d'ailleurs l'UNAPOL est déjà sorti pour donner les résultats. Je ne sais pas si on va en venir, mais oui, ils ont déjà donné les résultats de l'enquête. Ils disent qu'il n'y a pas eu de bavure, que c'est lié à l'exiguïté des locaux. Mais attends, ce n'est pas des robots, des automates qui ont quand même placé les individus dans des conditions où la mort s'en est suivie. Il faut qu'on arrête. Oui, donc, justement, pour parler de cette enquête qui va être menée, le procureur confie l'enquête à la police. C'est ça tout le problème. Je vous dis que bon, c'est pour se couvrir. Ça, c'est clair, je suis désolé. Parce que normalement, il aurait fallu une enquête vraiment sérieuse, indépendante, et qui allait intégrer quand même des éléments à caractère de nature à pouvoir apporter la contradiction. Là, ils vont sortir, vous dire ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est clair. Et déjà, on a vu la sortie de l'UNAPOL. Je sais pas, moi, je recommande les gens à lire. Ça donne déjà les résultats. D'accord. Oui. Parfait. Sylvain? Non, je dis d'abord que il faut compatir la douleur des familles, parce que on peut parler d'enquête aujourd'hui, on peut parler de vérité, mais c'est d'abord des pères, des mères, c'est d'abord des familles qui souffrent de la perte de leur être cher. Donc, il faut d'abord compatir à leur douleur. Ensuite, dire que ce n'est pas la première fois que des détenus, des personnes gardées
meurent dans des violons. Ça veut dire qu'il faut reposer le problème des conditions de détention dans les violons au Burkina Faso. Parce que ce n'est pas la première fois. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs fois des morts dans les violons de la gendarmerie est-ce qu'ici, par et de exemple, la le cas, police. il y a 11 morts dans l'histoire du Burkina, sauf si Maître qui connaît mieux l'histoire, est-ce que dans l'histoire du Burkina, aussi bien dans une prison que dans une cellule de garde à vue, est-ce qu'on a une fois vu autant de morts? Non, justement. Voilà pourquoi ça repose effectivement le problème de la gravité de cette affaire. C'est une affaire, on a déjà connu ce genre d'affaire, mais celle-là, elle a atteint un niveau de gravité extrême. Et donc, quand on regarde les mesures qui sont prises par le gouvernement, je pense qu'on est dans le bon sens, mais tant qu'on ne saura pas ce qui s'est passé dans cette affaire, on va toujours rester dubitatif. Et là, effectivement, quand on regarde les éléments de l'enquête, enfin, j'allais dire les résultats de l'enquête, comme dit Évariste, qui sont donnés par l'UNAPOL, on se pose quand même des questions. Comment peut-on arriver à dire que c'est juste les conditions de détention qui sont à l'origine de la mort de ces personnes? Pour moi, ce n'est même pas humainement acceptable de dire. Parce que quand même, j'ai entendu quelqu'un dire que des détenus commençaient à se plaindre de la chaleur, de l'exiguïté, et les policiers qui étaient de faction n'ont pas réagi en se disant bon, voilà, c'est certainement des gens qui ont fumé de la drogue. Respectent. Qui sont en fait sous le coup des effets de la drogue. Parce que, vous savez, avec l'accoutumance, quand on vous enferme pour quelques heures, que vous n'avez pas eu votre dose habituelle ou quotidienne, vous commencez à ressentir un certain nombre de choses. Donc, il semble, enfin, ce sont des informations qui ne sont pas confirmées, il semble que les policiers de faction n'ont pas été attentifs aux plaintes, aux cris, aux lamentations des détenus. Voilà, donc ce sont des éléments à prendre en compte. Mais dire de façon formelle que ce sont les conditions de détention seules qui sont à l'origine de la mort, moi je trouve que c'est hâtif. Mais parfait, ici il y a quelque chose quand même qui n'est pas totalement clair. C'est vrai que le gouvernement a pris des mesures conservatoires. Oui. Et Maître l'a dit ici, ce qui a tué les gens, c'est la garde à vue. Qui a la responsabilité de la garde à vue? C'est toute la chaîne. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à même de sanctionner déjà des personnes en attendant de trouver des responsabilités individuelles ou personnelles? Moi, je pense que c'est, comme on l'a dit, comme on l'a vu, ce sont des mesures conservatoires. Mais, moi, je pense que il y a des têtes qui vont tomber dans cette affaire. Et ce ne sera pas seulement des directeurs. Non, je pense que des têtes vont tomber. D'accord. Parce que je pense que ce n'est pas seulement des commissaires, des directeurs de la police judiciaire qui vont trinquer, mais certainement, quand vous regardez les implications de cette affaire-là, on peut dire aujourd'hui là que, en tout cas à la fin de cette enquête, forcément, des gens vont payer. Aucune tête ne va tomber. Alors, Lengani, sur cette question. Je vais placer un mot après tout ce qui a été dit. Bon, sauf que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec un aspect que Sylvia a soulevé, à savoir que ces gars ne sont pas morts tranquillement dans leur lit, ils ne sont pas morts en souriant, ils sont morts dans des conditions extrêmement horribles, de cris, de pleurs, de douleurs, et ceux qui étaient présents sont restés froids, insensibles. C'est ça qui est vraiment extraordinairement inhumain. Et je crois que, bon, effectivement... Mais ça, c'est pas prouvé. Hein. C'est vraiment des hypothèses qui sont jusque-là... C'est pas une affaire d'hypothèse, mon frère. Parce que les enquêtes n'ont pas encore révélé que c'est une négligence après, voilà. Je ne parle pas de négligence, de négligence. Je parle d'inhumanité. Des gens qui ont assisté aux cris, aux pleurs de gens qui sont en train de mourir et qui n'ont rien fait. C'est vrai qu'avec l'accoutumance d'entendre certains cris dans ces conditions-là, on commence à devenir plus ou moins blindé, que bon, on peut passer, mais il est là qu'il y a eu des morts d'hommes, 11. Ben, mais en même temps, je dis que n'oubliez pas que nos Burkina Faso, sous l'ère du régime du MPP, c'est une réalité où tout est multiplié par X.
tous les petits phénomènes, tous les petits problèmes que l'histoire de Burkina Faso a connus, sous le régime des MPP, c'est multiplié par X. Comme l'ont dit les uns et les autres, ce n'est pas la première fois que les gens meurent en détention provisoire. Mais comme nous sommes à l'ère où on peut zigouiller 210 personnes sans que personne ne soit arrêté, à l'ère où 146 Burkinabés peuvent être passés de vie à trépas en une nuit, sans qu'aucune tête ne tombe, accepter que les policiers soient aussi froids devant la douleur et les cris et les pleurs qu'ils entendent. C'est ça, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, ça déteint surtout. Comme on dit, le poisson ne pourrit pas la tête. Si ces questions avaient été résolues de manière ferme, mais ces messieurs-là, ils allaient ouvrir l'œil. Peut-être qu'il y en a même qui ont dit là-bas, mais on a vu pire que ça, les gars. Vous êtes combien? Donc, il faut dire que nous sommes dans une... Et cela, je suis tout à fait d'accord avec M. Tambela. C'est vraiment insulter les Burkinabés que de limiter les conséquences premières à ces sanctions et démissions. Non. Si, normalement, au niveau du ministère, il faut que les gens réagissent, que les gens compatissent à la douleur des gens. Et comme l'a dit mais les gens compatissent, le docteur Évariste Consembo, mais il y a des gens contre lesquels on ne peut rien retenir, dont le gars est mort cadeau. Il a été tué, il n'est pas mort, il a été tué cadeau par la négligence d'autres Burkinabés. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Il faut qu'à un certain moment, ce régime-là accepte de se mettre en cause. On ne dit pas que tous les problèmes qui arrivent aujourd'hui sont des problèmes nouveaux, mais curieusement, sous ce régime-là, ils sont multipliés. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, certaines décisions ne sont pas prises. Et là, bon, quand même, j'aimerais quand même relever à mettre de Tambela qui par rapport à la situation. On sait que sous la transition, il était tout puissant membre de la transition, mais par contre, toutes les mesures qu'il préconisait, il n'a pas réussi à les mettre en œuvre. Donc, d'accord, ok. Ça, c'est un autre débat. Alors, voilà. Ça, c'est un autre débat. Alors, moi, je voulais juste relever deux aspects. Oui. Alors, le premier aspect, c'est que, à travers donc ces mesures conservatoires, on a une certaine opinion a tendance à penser que ça y est, les têtes tombent. Non, ça, c'est même pas une sanction administrative. On suspend et les gens continuent à circuler. Bon, mais il y a deux volets. Il y a la partie administrative, mais il y a quand même la responsabilité parce que il y a des individus, on peut identifier les individus qui avaient la charge de garder ces gens et qui ne l'ont pas fait, qui ont négligé. C'est un. Et de deux, moi, en fait, de la rencontre que j'ai eue avec certaines familles, j'ai vraiment été outré par rapport au mépris que le ministre de la Sécurité a affiché. Je ne sais pas si c'était directement pas, parce qu'après coup, le samedi, on a intimé l'ordre aux familles, soit de récupérer leur corps et d'aller donc les inhumer. Et avec même un délai, passé ce délai, on n'allait plus prendre en charge. Sur quoi il y a eu une fronde. Et ce n'est que, je pense, le samedi matin que le ministre de la Sécurité a daigné les recevoir avec un autre ministre et je ne sais pas, un autre responsable. Et c'est là-dessus maintenant qu'il a été décidé de prendre en charge. Bon, mais la prise en charge n'est rien. Et moi, je pense qu'il faut même aller plus loin. Et moi, j'invite même les familles à s'unir pour attaquer l'État pour non-assistance à personne en danger. Il faut que ce volet judiciaire se fasse. Et ça doit être pédagogique et dissuasif. D'accord. Alors, oui, parfait, vous voulez ajouter quelque chose. On est toujours dans l'affaire, dans tous les cas, on est maintenant sur les enquêtes. Comment ces enquêtes doivent être orientées. Le syndicat des avocats a estimé qu'il faut une enquête indépendante parce que si c'est la police qui doit encore faire elle-même sa propre enquête sur un cas qui la met en cause, on est presque sûr qu'il peut y avoir du corporatisme quelque part. Non, mais il faut même se dire effectivement qu'il peut y avoir du corporatisme parce que la tendance, elle est tout à fait humaine. Hein? Elle est tout à fait humaine que quand on a des personnes du même corps, des personnes de la même, des collègues qui sont impliqués dans une affaire et que vous devez faire une enquête, la tendance effectivement c'est de travailler à ce que les résultats de l'enquête là leur soient quelque peu favorables, qu'il y ait des circonstances atténuantes. Sur ce point, effectivement, il faut l'aider. Mais je dirais, il y a deux enquêtes qui sont ouvertes aujourd'hui. En tout cas, selon le communiqué du gouvernement, il y a l'enquête, il y a la procédure judiciaire et puis il y a l'enquête administrative. Donc, il faut espérer que, effectivement, les responsabilités soient situées. Voilà. Que les responsabilités individuelles de tous les policiers qui étaient de faction, qui étaient de garde ce jour-là, soient situées. Il faut effectivement
souhaité aussi que toutes les responsabilités dans la chaîne de commandement soient situées. Parce qu'à un moment donné, on a dû quand même appeler un responsable, à un moment donné, pour savoir quelles décisions on prenait par rapport au cas. Alors, parfait. La question ici, c'est de dire, quand on voit souvent dans certains pays, et Maître disait tantôt, si on est dans un pays d'état de droit, quand il y a une situation comme ça, c'est le ministre qui rend le tablier rapidement. Pourquoi ici, ce n'est pas le cas? Mais pourquoi ici? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La garde à vue, ce n'est pas pour que des gens meurent. Mais dès qu'il y a mort d'homme, il y a quelqu'un qui assume la responsabilité politique. D'accord. J'ai dit, au Burkina, nous n'avons pas la culture de la démission. Il y a eu des choses plus graves dans ce pays et les gens n'ont pas démissionné. Donc, il ne faut pas attendre à ce que... Au moins que ça, des gens ont démissionné. Oui, j'ai dit... Pour moins que ça, des gens ont démissionné. Sous Blaise Compaoré, vous rappelez Jérôme Bourma a démissionné. Pour moins que ça. Donc, mais quand je dis la culture, ça veut dire ce n'est pas dans notre principe, effectivement, de voir des hommes politiques démissionner. Ceux qui ont démissionné là sont très peu, ils se comptent sur le bout des doigts. Donc, si des gens ne démissionnent pas parce que... démissionner aussi, non? Bien sûr, si les gens ne démissionnent pas parce que une telle situation se pose, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important là, c'est effectivement de tirer au clair cette affaire. Et quand on tire au clair cette affaire, on dit, voilà, votre responsabilité est engagée à ce point. Bon, vous savez que la conséquence, elle est tout à fait nette. C'est la décharge du ministre. Mais vous savez, les ministres dans les pays africains, ils passent leur temps à faire des inaugurations, apparaître à la télé. Je me demande à quel moment ils travaillent. Il aurait fallu que les ministres fassent un vrai travail, connaissent leur département. Le ministre aurait su que dans les commissariats, parce que les commissariats relèvent en fait de la sécurité. Les gendarmeries, eux, c'est le ministère de la Défense. Mais que dans les commissariats, les conditions de garde à vue n'étaient pas... Mais pour cela, est-ce qu'il a eu le temps de s'asseoir pour apprendre tout ça? Alors, c'est ça, d'accord, il faut travailler, on n'a pas la culture de la démission, mais il faut bien que, quelque part aussi, soit on démissionne pour créer cette culture, ou en tout cas, quelque chose doit se faire. Parce que, je prends un exemple précis, en Côte d'Ivoire, quand il y a eu l'affaire de Pobo Kuala, Alassane Ouattara, donc le chef de l'État, a démissionné son ministre du temps. C'était Bitogo, je pense. Qui était très proche de lui. Oui. Qui était très proche. Oui. Qui est un de ces hommes à tout faire. D'accord, allons-y. Je crois que ici, je suis dans la même lignée que le docteur pour dire que je crois qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce qu'il y a eu pire que ça sous ce régime-là. Les 210 morts de Yirgou et autres, les 146 de Ban et autres. Qui a démissionné? Qui on a démissionné? Personne. Donc aujourd'hui, le pouvoir est très mal placé pour faire démissionner pour 11 morts. Comparaison ne tient pas raison. Mais je dis qu'il faut quand même... c'est vraiment difficile pour ne pas trop heurter les consciences, mais quand même, il faut que le pouvoir accepte, reconnaître que là, c'est quand même un peu trop fort. Et prendre des mesures, effectivement, à la hauteur du drame. Afin que, ce n'est pas pour donner une leçon, mais en tout cas pour que, pour que les Burkinabés sachent que ce pays est gouverné. Moi, j'espère qu'ils vont rattraper. Une seconde et puis mettre... Moi, j'espère que le gouvernement va rattraper. Parce que c'est qu'on a vu là, il a fallu que les familles protestent pour que le ministre de la Sécurité daigne les recevoir. Non, je pense qu'il faut changer l'approche. D'accord. Voilà. Non, moi, c'était juste pour dire qu'il faut une culture de paix au sein de la police. Nos forces de sécurité ici ont une culture de violence qu'ils ont héritée depuis un certain nombre d'années. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, la police britannique n'était pas armée. Leur seule arme, c'était la matraque. Simplement pour dire que la police, ce n'est pas pour la violence. Et la police ne peut user de violence que par rapport à quelqu'un qui résiste par rapport à son arrestation. Une fois que la personne est arrêtée, on ne peut plus user de violence vis-à-vis de la personne. Même en matière de conflit armé, dès qu'un soldat a déposé les armes, on ne peut plus user de violence vis-à-vis de cette personne. Et vous vous rappelez l'habeas corpus, depuis le XVIIe siècle, qui faisait en sorte que dans les 24 heures, quand tu es arrêté, tu comparaisses devant le juge pour que le juge décide si on doit te libérer, oui ou non. C'est pour dire à quel point, n'est-ce pas, la police doit être un organe de sécurisation et de paix. Or, ici, nous assistons au fait que les forces de sécurité sont des organes de terrorisme. Ils terrorisent les gens. Les gens ont peur d'eux, ont peur d'aller à eux. Même au Ghana, il n'y a pas longtemps. Moi, je suis parti, c'est fait il y a quelques années, mais la plupart des policiers n'étaient pas armés.
dans la circulation, etc. Ils ont leur bâton, etc., et qui sert à réglementer. Il faut qu'on instaure cette culture-là au sein de nos forces de sécurité pour que les gens sachent qu'ils sont d'abord là pour renseigner et sécuriser les gens, et non pour les terroriser. Merci. Par rapport à l'UNAPOL, je crois que vraiment il faut dire que la sortie de l'UNAPOL est inappropriée et insultante. D'accord. Parfait. Je voulais revenir sur ce que Maître Kilem a dit pour dire faisons attention aussi à ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé, parce qu'on a quand même des policiers. Le bébé avec l'eau du bain. On a quand même des policiers, merci. On a quand même des policiers qui sont professionnels. On a quand même des policiers qui, au premier abord, avec les justiciables, là, n'utilisent pas forcément le bâton. Donc, il faudrait... Ça, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Seulement, il faut dire que sur ce plateau, on n'a pas dit qu'est-ce qui est la cause de ces morts. On attend les enquêtes pour se situer. Et moi, j'aimerais que l'opinion ait en esprit que ces gens qui sont morts étaient des présumés innocents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement qui a établi leur culpabilité. Merci, Évariste Concebo. On continue cette fois-ci pour parler politique avec le dialogue qui est en cours, qui a commencé le 15 de ce mois, donc le 15 juillet, donc il se termine le 22 juillet. Alors, dialogue politique, vous le savez, il y a quand même un bout de temps qu'on en parle. Finalement, on y est arrivé, le dialogue se tient. La majorité est face à l'opposition et le président du Faso a fait un discours pour ouvrir les débats. Alors, je voudrais juste que vous donniez une appréciation selon vous aussi, vos informations, votre analyse, une appréciation globale donc, de ce dialogue qui se tient. Lengani. Il faut dire que pratiquement rien, de mon côté, je n'ai rien entendu, sauf la sortie malheureuse et coutumière de Simon, à savoir qu'on n'a cherché personne. Et que donc tous les exilés peuvent rentrer, il n'y a pas de problème en fait. Et moi, je lui retrouve tout simplement que ouais, c'est vrai, ils n'ont cherché personne parce que les gens les ont échappés. Parce que leur intention n'était pas de chasser les personnes, mais de les faire assassiner. Alors, ça, c'est évident. Il faut préciser qu'on n'a pas vu une sortie des 6 mois. Ce sont des choses qui ont été rapportées, qu'il y a eu débat à l'intérieur du dialogue, parce qu'il fallait inscrire un point qui est le retour de Blaise Compaoré et que Simon aurait donc protesté, etc. Mais ça, c'est à l'intérieur. Simon n'a pas donc fait des déclarations depuis. Oui, mais ça, c'est le truc qui est coutumière au régime, à savoir qu'on n'a cherché personne. Alors que non, moi je réponds qu'effectivement, les gens qui sont dehors, là, ce n'est pas des gens qu'on a cherchés, c'est des gens qu'on a essayé d'assassiner, ils sont sortis. Tout le monde sait dans quelles conditions le président du Faso, l'ex-président du Faso, a essayé d'exfiltrer du Burkina Faso. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé pendant cette période-là. Nous dit que personne n'a été cherché. Bon. Tout le monde sait aussi comment les maisons étaient brûlées, comment les gens étaient recherchés, tout ça. Moi, j'ai des cas concrets que je peux avec des faits précis, pour montrer comment certaines personnes étaient recherchées, tuées. Alors, le président du Faso a fait un discours. Est-ce que, par rapport au discours du président du Faso, est-ce qu'un discours suffisamment apaisant pour introduire ce dialogue-là? Moi, c'est pas une affaire de discours. Qu'il ait fait discours ou pas, bon, l'essentiel, c'est les travaux. Je crois que si les travaux se passent dans un esprit, effectivement, d'ouverture de part et d'autre, que chacun mette de l'eau, pas dans son vin, mais dans son zomcom, je pense que ça peut permettre d'arriver à la suite. Parce qu'il y a des questions précises qui se posent aujourd'hui à la société de Burkina Faso et qui relèvent du fait des politiques. On ne les demande pas de tout résoudre, mais en ce qui concerne les questions politiques, savoir qu'aujourd'hui, la fracture sociale au Burkina Faso est essentiellement du fait des politiques. Essentiellement du fait du jeu politique. Et essentiellement du fait de la classe dominante politique actuelle. Ce n'est pas la jeunesse politique qui est en train de monter. Ce sont tous ces gens de mon âge, d'un certain âge, qui se retrouvent là-bas. C'est eux qui sont responsables de la misère de Burkina Faso aujourd'hui, sur le plan politique comme sur le plan économique. Parce que c'est eux les plus grands voleurs de ce pays. Ça, je pèse mes mots. On les prend, tous ceux qui ont fait le gouvernement, on se connaît dans ce pays-là, tous ceux qui sont dans les grandes administrations, qui sont chargés de l'économie. Pour dire que il leur revient aujourd'hui, à travers ce dialogue-là, pour une fois, de tenter de trouver des solutions qui vont permettre effectivement d'apaiser les uns et les autres. Ce n'est pas la solution, on n'attend pas une panacée, mais moi j'attends des indications fortes, des directions de travail, des sortes un consensus sur lequel le gouvernement va
va travailler. Étant entendu qu'on sait que ce gouvernement-là n'a pas pour habitude d'aller dans le sens de ce que le peuple veut, puisque, et ça je suis ferme là-dessus, si on regarde les sondages qui sont passés, l'ensemble du peuple burkinabé appelle à la réconciliation nationale, mais qu'est-ce que le pouvoir dit qu'il n'en a pas besoin? Justement, parfait, Silga, sur le discours du président, de façon générale, la question de l'agenda qui a été une fois de plus mis pour faire ces débats-là, le président du Faso, dans son discours, a parlé des législatives, de la présidentielle et des législatives de 2020 et du référendum, et puis subsidiairement aussi des questions. Est-ce que là, on est dans un dialogue qui va prendre en compte réellement d'autres préoccupations qui sont vraiment celles des Burkinabés, ou c'est pour justement focaliser sur les élections? Je pense que l'agenda a été discuté et arrêté avec l'opposition. Voilà pourquoi ils sont arrivés. Parce qu'avant qu'on arrive à ça, il y avait eu un certain nombre d'incompréhensions avec l'opposition par rapport au cadre, par rapport au suivi des recommandations. Je pense que c'est à la suite des discussions avec l'opposition que l'ordre du jour a été arrêté. Donc, pour moi, si le président du Faso, dans son discours, le dit, c'est qu'évidemment, avec l'opposition, entre la majorité et l'opposition, les choses sont bien comprises entre les deux parties. La deuxième chose que je voulais dire, du fait déjà de la tenue de ce dialogue-là, pour moi, il faut saluer déjà la maturité de la classe politique burkinabé. Parce que, évidemment, arriver à se parler, pour moi, dans un pays, ça compte. Il y a des exemples dans certains pays où on a vu effectivement qu'à l'issue de certains dialogues mis en place, il y a eu des recommandations qui ont été mises en œuvre et ça a permis effectivement une certaine décryptation de la situation. Et je crois qu'il faut espérer qu'au Burkina Faso, effectivement, ce dialogue va permettre effectivement de faire avancer un certain nombre de dossiers. Et je dis, il faut maintenant faire attention aux recommandations qui seront faites à l'issue de ce dialogue-là pour que, effectivement, l'opposition ne se dise pas, bon, on a pris des recommandations et le pouvoir va les ranger dans la mise en un œuvre, tiroir. le suivi et l'évaluation. Voilà, je pense que dans les préalables qui avaient été demandés par l'opposition, il y avait la nécessité de préciser le mécanisme de suivi et d'évaluation. Mais la question ici, c'est de dire, est-ce que ce dialogue-là, il est uniquement politique, avec les politiques qui parlent d'élections, etc. Vraiment, est-ce que c'est un dialogue dans lequel toi, par exemple, Parfait, tu te sens vraiment dedans dans ce dialogue-là? Je pense qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas politiques qui vont être discutées. Je crois que la question de la sécurité, par exemple, sera discutée aussi. Et donc, ce n'est pas seulement les questions politiques qui seront... C'est vrai que quand on regarde le format, les questions politiques occupent peut-être 80% de l'agenda, mais il y a d'autres questions sociétales qui concernent toute la société burkinabé qui seront discutées. Évariste, le président du Faso lui-même, il a dit qu'il y a certaines questions qui demandent un élargissement du cadre. Est-ce que ça voudrait dire que la question est très, très claire? Il n'y a pas une d'inclusivité, on est dans le cadre d'un dialogue entre politiques et qu'il y a des questions qui touchent les Burkinabés qui ne pourraient pas être évoquées? Non, ça il l'a dit parce que je pense qu'il est tout à fait lucide et clairvoyant que ce format-là n'est pas destiné à régler certains problèmes de la société. Et ça, c'est sûr. Et là aussi, il a aussi dit quelque chose qu'il faut saluer, que pour l'intérêt, pour la paix et la stabilité du pays, aucun sacrifice, aucun effort n'était de trop. Et ça, j'ai trouvé que c'était parler en homme responsable. Maintenant, c'est sur les actes. Maintenant, évidemment, c'est un dialogue entre les politiques, et autour de leurs différends, pour pouvoir donc défendre leurs intérêts. Ça, il faut le dire, mais ce n'est pas le moindre, parce que les blocages souvent sont politiques. Si les hommes politiques arrivent à s'entendre, on peut parier, on peut donc gager que le reste des problèmes peuvent trouver des solutions. Effectivement, dans la foulée, des informations qui nous sont revenues quand même, sur certains points, il y a eu quand même des accords, notamment sur la présidentielle couplée 2020 avec les législatives présidentielles. Ça, apparemment, ça a été débattu, parce que la majorité voulait donc décaler les présidentielles en 2020 et les législatives et les municipales en 2021. Ça, apparemment, il y a eu peut-être consensus sur ça. Maintenant, là où peut-être sur la question du code électoral, le point d'achoppement, jusqu'à présent, peut-être demeure donc l'exclusion donc de la carte consulaire biométrique. Donc, en dehors de ça, que ce soit les lieux de votation,
les ambassades ou autres lieux. Tout ça, ça a été certainement donc l'objet d'un consensus. Les quotas genre aussi, je pense qu'il y a eu des avancées. Il y a d'autres, donc, pour les aspects de la réconciliation, c'est là que lui, il a fait, Lengani a fait justement allusion à une sortie, mais cette sortie a été recadrée parce que à partir du moment où un dialogue est politique, donc ça veut dire que toutes les questions politiques peuvent être débattues sans tabou. Et je pense que là-dessus, sur donc la question du retour des exilés, et là encore, il faut qu'ils s'entendent sur le terme parce que ceux qui sont partis du fait, en fait, de la situation politique, on dit, c'est une question de garantie. Bon, mais même là, je pense que ce n'est pas encore tout à fait clair parce qu'on dit oui, mais vous revenez, si vous avez affaire à la justice, vous y allez. Donc là, je pense que le débat va certainement continuer, mais là où il y a eu une avancée, et ce que je pense de mon sens, c'est la possibilité d'indemniser les domiciles de ceux qui ont été donc brûlés pendant donc l'insurrection, tous bords confondus. Donc et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un début quand même de réconciliation. Je pense parce qu'il y a eu des gens du CDP qui ont eu aussi leur domicile brûlé. Donc voilà. Donc je pense que dans l'autre, c'est un début. Maintenant, pour les questions de sécurité, il y a eu des concessions. Parce que je pense qu'il y a eu un gentleman agreement. Le parti au pouvoir arrête d'indexer l'opposition comme étant complice des terroristes. Ça, je pense. Et l'opposition aussi accepte que c'est un phénomène peut-être mondial. Je pense que ce sont des échanges comme ça qui vont peut-être rapprocher les uns les autres. D'accord. Voilà. Alors, Maître Kirem, par rapport à ce dialogue politique, dans son format, où le président même reconnaît que ce n'est pas inclusif, donc ce n'est pas un dialogue qui va au-delà des politiques. Est-ce que ça, dans le contexte aujourd'hui, un tel dialogue n'est pas encore à répéter, à élargir davantage, parce que sinon, on pourrait rester sur des questions purement politiques non, c'est bien ou électoralistes. On a bien dit dialogue politique. On n'a pas dit dialogue politique et social. On n'a pas dit dialogue social. On a dit dialogue politique. Donc c'est bien cadré. Ça veut dire que ce sont les acteurs politiques qui sont concernés. Quand ce sera nécessaire d'inclure aussi les acteurs de la société civile, on pourra mettre dialogue politique et social. Je suis le cardinal, n'est-ce pas, justement, qui faisait la mention du fait que la société civile n'a pas été conviée, etc. Mais l'intitulé même exclut la société civile. On a dit dialogue politique. Oui, mais justement, maintenant, la question c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste de faire un dialogue qui ne soit pas un dialogue plus ouvert à tout le monde? Ça ne veut pas dire que d'autres dialogues ne viendront pas. Le forum, mais il faut bien commencer quelque part. Peut-être qu'ils ont estimé nécessaire, dans un premier temps, de voir, n'est-ce pas, les leaders d'opinion, les plus en vue, les plus perturbateurs de la paix sociale, essayer de régler un certain nombre de points avant d'élargir. Sinon, bon, on ne peut que souhaiter et féliciter le fait que les gens acceptent de dialoguer. Parce que généralement, c'est ce qui manque. Et si vous remarquez, les pays les plus stables dans le monde, ce sont des pays où le dialogue est permanent. La concertation est permanente. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, le Canada. C'est des pays où la politique n'est pas hostile. On n'est pas hostile vis-à-vis de celui qui pense différemment de soi. Donc, c'est toujours un cadre de concertation. Donc, le fait que les gens aient accepté de dialoguer, l'opposition comme majorité, veut dire qu'il y a un minimum de confiance maintenant qu'ils s'accordent. Et donc, je pense que ça peut être une bonne chose. Je vais lire un extrait du discours du président. Il dit que le Burkina Faso de paix et de stabilité est à portée de main, à condition que nous fassions toutes et tous preuve de dépassement de soi pour ne privilégier que les intérêts de notre patrie commune, le Burkina Faso. La question du pouvoir, question essentielle s'il en existe, devient secondaire dans le contexte actuel où c'est l'existence même de notre État, de sa cohésion et de son unité qui sont posées. Alors, pour terminer, quand on entend cette question, le président le dire ainsi, la question du pouvoir est secondaire, est-ce que ce dialogue politique, selon vous, peut ouvrir une autre perspective politique, par exemple, qu'il y ait un gouvernement qui ouvre et que l'opposition entre dans ce gouvernement? Moi, je ne dirais pas gouvernement, mais je pense que, c'est ça je l'ai dit d'entrée, hein, j'ai cité à quelques mots près après ce qu'il a dit, j'ai trouvé que c'est une vision d'un homme d'État, en fait.
Pour peu qu'ils soient vraiment sincères, parce que les politiques aussi, vous savez ce qu'ils sont. Sinon, c'est vraiment très bien ce qu'il a dit. Maintenant, il faut l'appliquer. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'un forum pour les aspects de réconciliation et autres tout qui se profile certainement et dont les contours et le format restent peut-être à définir. Maintenant, c'est vrai qu'il se pourrait que tous ils ont pris conscience que le Burkina, c'est notre navire, notre avion, pour imager à tous. Et il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de classe. Et nous avons intérêt à nous entendre. C'est comme on l'a dit dans le scénario, où nous nous entendons et nous nous asseyons, discutons pour évoluer, ou chacun reste de son côté et puis c'est la fin. Oui, mais la question est Évariste. Est-ce que, dans la perspective, est-ce qu'entendre le chef de l'État dire comme ça, c'est fort possible. Est-ce que l'opposition peut se retrouver demain, d'ici octobre, dans un gouvernement? Je pense que c'est fort possible. Déjà, pourquoi? Parce qu'ils sont quasiment tombés d'accord sur tous les points de divergence à 90%. Donc maintenant, dans la mise en œuvre maintenant, ce n'est pas exclu. Parfait, Sylvain. Alors, ce dialogue politique où tout semble aller, tout est beau, est-ce qu'on peut aller, parce que c'est comme ça en général, hein, quand les politiques dialoguent, oui, très souvent, ça finit par un gouvernement gouvernement protocolaire, gouvernement d'ouverture, tout ce qu'on dit. Alors, Évariste dit quelque chose d'important, je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire que quand les politiques se parlent et qu'ils arrivent à s'entendre sur un certain nombre de choses, les autres questions qu'on pourrait qualifier de secondaires, ou pas forcément de secondaires, mais les autres questions qui ne sont pas politiques peuvent se résoudre dans la foulée. Et pour moi, c'est le plus important à retenir. Voilà pourquoi j'ai dit dès le début, ce dialogue-là démontre la maturité de la classe politique. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu beaucoup de clashs. Quand on regarde depuis le début de 2016, comment du côté du pouvoir, on entrevoyait l'implication de certains hommes politiques de l'opposition dans les attaques. Et quand on voyait aussi comment l'opposition, à un moment donné, fustigeait le pouvoir sur certains points. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le jeu normal de la démocratie? C'est le jeu normal. S'oppose à la gouvernance qui est là, non, qui critique le pouvoir. Est-ce que ça, ils ne sont pas en guerre? Non. À ce qu'on sache, il n'y a pas de guerre. Oui, mais le problème, on est dans un contexte particulier au Burkina Faso, où quand vous regardez, le MPP vient d'où? Mais c'est ça, ce sont des camarades qui étaient ensemble. À un moment donné, pendant un certain nombre d'années, pendant des dizaines d'années. Et à un moment donné, il y a eu un schisme. Et donc, quand vous regardez comment les choses, les gens se sont attaqués, à un moment donné, il fallait effectivement que la tension retombe. Et je pense qu'on est en train d'aller dans ce sens. Est-ce que l'opposition, et ça pourrait finir par une affaire du MPP qui invite l'opposition dans le pouvoir, et que est-ce que ça peut se terminer par un tel scénario? Je ne sais pas quelles seront les tendances de leur discussion. Mais pour moi, quand je regarde les gouverneurs d'ouverture dans ce pays, il faut souvent se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas comme au Mali? Je prends toujours le cas du Mali où, à un moment donné, avant la crise de 2012, on a eu un moment où il y avait un consensus national et nous avons vu ce que ça a donné par la suite. Moi, je ne suis pas vraiment fan des gouverneurs d'ouverture parce que moi, je suis dans la logique qu'il faut avoir un pouvoir, il faut avoir une opposition. Clair. Le jeu démocratique doit se passer. Mais quand on est dans un gouverneur d'ouverture, un gouverneur d'union nationale, on peut l'appeler comme on veut, c'est encore un foutu où on permet peut-être à certaines personnes d'arriver à certains postes. Et ce n'est pas forcément bon pour la démocratie. Mais, Oui. alors, on finit par le partage du gâteau après Non, moi je pense que, c'est vrai, le MPP peut proposer cela. l'agréable après l'utile, après Le MPP l'agréable. peut le proposer, comme l'opposition peut le suggérer aussi à la majorité. Mais ça m'étonnerait que ça marche réellement. Si le MPP le propose, ce qui est sûr, les petits partis de l'opposition vont sauter sur l'occasion. Mais ça m'étonnerait qu'un parti comme l'UPC ou le CDP accepte, n'est-ce pas, de former un gouvernement d'union nationale à quelques mois de l'échéance électorale. Parce que ça ne les arrangerait pas. Donc, dans la situation actuelle, je pense que les grands partis, comme l'UPC, le CDP, ont intérêt à rester à l'écart et puis formuler leur propre plateforme que de se mêler au pouvoir et éventuellement ramasser les casseroles
hein, alors que les élections Ça, présidentielles à sont moins de proches. 20 mois. Mais les petits partis, ça n'hésiteront pas, ils vont sauter dedans. D'accord. Alors, Lengani, le CDP se retrouve peut-être dans un gouvernement dit d'ouverture ou de réconciliation. L'UPC également. Pour être honnête avec vous, pour le CDP, ça ne m'étonnerait pas. Pour l'UPC, je ne crois pas. Je dis ça pourquoi, et je dis pour ma part, mon opinion, c'est qu'il faut respecter les Burkinabés. Et respecter les Burkinabés, c'est quoi? C'est accepter que, je ne sais pas moi, à 20 mois des élections, c'est quand même difficile. Bon, quel est ce gouvernement, ce nouveau gouvernement qu'on mettra en place? Moi, je ne vois même pas la nécessité, même au sein du MPP, d'opérer un remaniement ministériel, gouvernemental, etc. Non. À quelques mois, bon, vous allez prendre un ministre pour un mois, pour un an, qu'est-ce qu'il peut faire comme action? Je ne vois pas. Et je dis que, par rapport aux propos du président, qui sont vraiment à saluer, mais moi, je suis convaincu, en tant que Lengani Issaka, que le même président, si vous lui tendez un micro, il aura un discours tout à fait différent. Comme l'expérience l'a montré. C'est-à-dire fustiger l'opposition, la traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est cette ambivalence de le discours politique-là qui rend la situation compliquée. Alors, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le président est face à un discours que son cabinet a certainement écrit. Moi, je ne crois pas du tout. Mais au fond, la confiance n'est pas totalement... Je ne crois pas du tout. Personnellement, je ne crois pas du tout à ce discours-là. D'accord. Et je suis convaincu que dans un autre cadre, face à des journalistes, ce même président dira autre chose, parce qu'il a dans l'habitude. Et je dis que c'est bon le dialogue, il faut se parler, mais il faut en attendre des actes forts qui engagent effectivement tout le monde. Et le plus concerné, c'est le pouvoir qui doit exécuter. On ne doit pas faire un ramassis d'acteurs politiques pour contenter les gens. Il ne s'agit pas de contenter les politiques. Il y a des questions précises sur lesquelles le dialogue se penche. Il faut apporter des réponses précises. D'accord. Sur la question du code électoral, il faut répondre. Sur la question même de ban, Yirwe, autre là, il faut répondre. Sur d'autres questions, c'est des questions précises, ce n'est pas des discours pour savoir comment on partage le gâteau. C'est des questions précises qui sont posées au dialogue et il appartient aux politiques de répondre. Et je dis, effectivement, je suis tout à fait d'accord que dans ce pays où vraiment tout est politique, c'est vrai que ces politiques peuvent orienter, susciter d'autres cadres dans lesquels d'autres discussions vont se faire. Étant entendu que, vraiment, s'il y a un pays où les politiques sont d'une sournoiserie et d'une hypocrisie sans borne, c'est bien au Burkina Faso, où même les acteurs de la société civile sont instrumentalisés, tous autant qu'ils sont. On sait où chacun mange. Hein? On voit des acteurs qui étaient très, très virulents sur même une simple coupure d'électricité. Mais aujourd'hui, on assassine des Burkinabés, on tue 11 personnes, mais ces gars, on ne les entend pas. Où ils sont? De qui se moque-t-on dans ce pays? Et on veut dire que c'est des acteurs sociaux. Non, c'est des acteurs politiques et de la base politique. Parce qu'au moins les politiques, eux, ils ont la carte, ils ont la carte, ils travaillent en tant que politiciens et les autres. Okay. Je crois que un autre dialogue, d'autres structures pour discuter, moi ça me... Si ça peut plaire aux gens, c'est la même chose, mais même au niveau des acteurs religieux. Il ne faut pas en parler. Merci. Je crois que l'idée a fait son chemin de créer un forum qui va prendre en charge toutes les questions en fait, à caractère social. Merci. On va terminer au plan national avec cette information qu'on a eue, parce qu'on a eu une circulaire du Premier ministre qui intime l'ordre à ses ministres et aux chefs d'institution de faire l'authentification de leurs diplômes conformément à leurs CV qui ont été produits lors de leur nomination. Alors la question revient, on dit que c'est pour faire de la transparence, etc., etc. Mais on commence par se demander d'où vient cette idée, quelle est sa pertinence, même si il y a eu un moment où le ministère de la fonction publique a posé le problème de l'authentification. Les ministres sont-ils des gens qui sont passés par un concours, etc. Parfait, s'il y a cette idée-là. Cette idée-là, elle vient de la conférence nationale sur la rémunération des agents publics. Je pense que c'est au cours de cette conférence que la recommandation a été faite d'authentifier les diplômes des agents publics. Donc, voilà. Comme on aime dire le poisson pourrit par la tête, je pense que
L'idée ici, c'est de commencer effectivement par le haut, c'est de dire effectivement à tous les ministres et tous les présidents d'institutions qui ont produit, d'authentifier effectivement leur diplôme. Si on finit avec cette étape, je pense qu'on va continuer avec le reste des... Le Burkinabé qui est dans la rue va se dire, mais donc ça voudrait dire qu'on nomme des ministres comme ça? On ne sait pas qui ils sont, on les nomme comme ça, et puis après on a besoin d'authentifier. Non. Je pense que c'est un principe général qu'on pose ici. Ça ne veut pas forcément dire qu'on veut remettre en cause des diplômes de certains ministres, mais on dit on ne peut pas commencer à authentifier les diplômes des fonctionnaires sans commencer par la tête. Et la tête, là, ici, c'est le gouvernement, ce sont les ministres, ce sont les présidents d'institutions. Et je pense que pour moi, c'est une bonne chose. Il faut même commencer par ça. Parce que si vous commencez par les fonctionnaires, tout le monde vous dira, bon, attendez, vous commencez par les fonctionnaires alors que vous n'avez même pas, vous oubliez les ministres encore, c'est une manière de sauver certaines personnes et tout. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Il faut commencer effectivement par les ministres. Et quand on finit, on passe aux autres. Parce que là, à ce moment, on a une crédibilité. Parce qu'on commence par les ministres. Si vous commencez par les autres, on vous dira... Alors, voilà. Évariste Conservo, pour certains aussi, c'est seulement du populisme. Alors, le Premier ministre, on sait que les ministres sont nommés. Chaque année, ils doivent donc faire la publication de leurs biens. Ça, on n'a pas vu. Les ministres sont nommés, il y a un décret qui précise les salaires. On a vu des salaires en cascade. Ça, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, on parle d'authentifier des diplômes, comme si on doute sur les ministres. Alors, qu'est-ce que ça peut donner au fond? Ça ne peut rien donner au fond. Et c'est de la communication politique purement et simple et populiste. Parce que dans tous les cas, l'histoire n'est pas publiée, puisqu'on dit que c'est sous pli fermé. Donc c'est un comité entre eux. Est-ce que ce n'est pas une façon peut-être de tenir des gens après? Parce que si moi, j'aurais été édifié si, par exemple, on publiait, pourquoi pas, pour les biens. Parallélisme des formes veut qu'on a publié la liste des biens. On publie aussi les diplômes. Et puis, qui va authentifier ces diplômes? On dit que c'est des copies légalisées. Quels sont les critères, quelles modalités on identifie ça? C'est un. Et en plus, quelle est la sanction qui s'ensuit? Alors, il y a une autre question aussi, je vais venir du côté des maîtres. Un ministre, il est nommé sur la base de quoi? D'un diplôme, d'une compétence qu'il a peut-être acquise autrement? Quelle est l'histoire du diplôme concernant le ministre? Le ministre est nommé sur la base de 2 critères. La confiance et la représentativité politique. Voilà les critères qui amènent à nommer un ministre. Je crois qu'au Niger, ils avaient institué une loi qui exigeait un certain niveau pour être député et un certain niveau pour être ministre, etc. Mais c'est une exception. Sinon, généralement, les postes politiques, on ne demande pas de niveau. Mais par rapport à ce qui se pose ici au Burkina Faso, il faut dire qu'il y a 2 situations. Quand vous présentez votre curriculum vitae, vous faites état, n'est-ce pas, d'un certain nombre de diplômes. Mais il faut pouvoir effectivement prouver que vous êtes honnête vis-à-vis de ce que vous avez dit dans le curriculum vitae. On a déjà vu le cas en Allemagne 2 fois, où un ministre avait dit qu'il était docteur, alors qu'il n'avait pas de doctorat. Un autre avait dit qu'elle était docteur, alors qu'il avait plagié son doctorat. Mais ces 2 ministres ont démissionné. Donc c'est une question de transparence, comme on a dit. On ne te demande pas un niveau pour être ministre. Mais si tu dis que tu as tel niveau, justifie-le. Pour être honnête vis-à-vis de toi, vis-à-vis du président qui t'a nommé et vis-à-vis du peuple. Donc voilà. Sur ce plan, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, comme vous avez eu à le dire, on n'a pas besoin de diplôme pour être ministre. C'est une question de confiance. Vous savez, il y a quelques années, les agents du ministère des Affaires étrangères avaient manifesté pour dire que eux, ils sont formés, mais il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ne sortent pas de leur rang, etc. Mais moi, j'ai enseigné les conseillers des affaires étrangères. Ils ne sont pas formés pour être ambassadeurs. Ils sont formés pour être des conseillers d'ambassade. Parce que c'est eux qui font le travail. L'ambassadeur est là pour la représentation. C'est un homme de confiance du président. Le président peut aller prendre un agriculteur à Falangundu et puis mettre l'ambassadeur où il veut. Ou bien aller prendre dans le village de Lengani, n'importe qui, et puis nommer ambassadeur. Ou bien nommer ministre. C'est une question de confiance. Donc, on n'a pas besoin de diplôme à ce niveau-là. Mais si tu dis que tu as un diplôme, alors montre qu'effectivement, il est authentique. Donc, sur ce plan, c'est nécessaire.
Mais le Premier ministre il reçoit donc il va... Oui, je pense qu'il y aura non, je pense qu'il y a des critères il faut d'authentification. Ça, maintenant, bon, ça ne me regarde pas. Si vous dites que vous avez fait l'université de Grenoble, par exemple, en telle année, et que vous avez eu le Master 1 ou le Master 2, mais on appelle l'université de Grenoble. C'est aussi simple que cela. Je pense que ce n'est pas la première fois dans un pays africain... Non, ce n'est pas la première fois dans un pays africain qu'on authentifie les diplômes. Ce que je dis, quelles seront les suites de cette opération d'authentification? Si vous posez cette question... Oui, mais est-ce qu'on ne confond pas aussi les choses? Avec vous. Les CV appellent d'abord la production des diplômes cités. Est-ce que c'est déjà l'authentification? C'est après avoir produit qu'on va chercher à authentifier ou... Parce que là, on n'est pas encore à l'authentification. Lengani. Moi, je crois que c'est une très bonne mesure. D'accord. Mais en même temps, elle est très populiste. Si dans ce pays de Burkina Faso d'aujourd'hui, Christophe Dabiré n'a que ça à faire, je crois que vraiment c'est quand même extraordinaire. Si c'est ça que Christophe Dabiré trouve comme urgence dans ce Burkina Faso et qu'il faut annoncer à grand renfort de publicité, je crois que c'est extraordinairement très mauvais. Quand vous dites grand renfort de publicité, ça a été annoncé comment? Au Conseil des cette dernière opération n'a pas été annoncée au Conseil des ministres. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a vu la note du Premier ministre. Il y a des médias non sociaux aussi, il y a des médias classiques qui Oui, l'ont annoncé. non, attendez. Il y a des médias classiques qui l'ont annoncé. Oui, attendez. Mais mon confrère Silga, vous et moi, vous savez très bien comment l'information sort. L'information sort parce qu'on veut qu'elle sorte. Et si c'est dans les réseaux sociaux, si c'est dans les médias, c'est bien parce que quelqu'un a voulu que ça sorte et qu'on en fasse usage. C'est pas une très... Je dis, c'est bien. Mais je trouve qu'au Burkina Faso... Je termine s'il vous plaît. Je ne me suis même pas prononcé sur le fond Bon, je dis, mais sur le fond, effectivement, il y a des questions à poser. Il faut qu'on nous dise comment ça se fait et quelles sont les conséquences. Voilà. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec Silga, qu'effectivement, si on veut auditionner les CV des gens, authentifier les diplômes de l'agent d'agriculture, il faut commencer par le sommet. Mais en même temps, il faut qu'on nous dise comment ça se fait pour tout le monde et quelles sont les conséquences que ça peut entraîner. Et là, on peut s'entendre. Mais je dis encore une fois qu'au Burkina Faso d'aujourd'hui, le Premier ministre a autre chose à faire. On a vu au cas du Bénin, où Talon a fait ça pour tenir les gens. C'est souvent des instruments. Mais en fait, moi, là où je doute un peu de la bonne foi, c'est que, je dis, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est fait? Quels sont les mécanismes de disposition qui sont pris pour que tout Burkinabé qui aspire donc à un concours de la fonction publique, ses diplômes soient d'abord validés avant qu'on accepte. C'est ça. Merci à vous. On termine avec l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, pour une affaire de 32 000 euros qu'il aurait reçu lors de sa campagne en termes de donation par une société et qui n'a pas voulu déclarer comme tel, a déclaré plutôt que c'était un coût d'une consultation de son fils. Alors le Parlement a estimé, en tout cas la médiateur de la République de l'Afrique du Sud a estimé que c'est une tromperie devant le Parlement et que c'est une sorte de blanchiment d'argent. Donc, en tout cas, le président, lui aussi, qui avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de guerre, est aujourd'hui face à une autre réalité que son prédécesseur. Voilà. C'est l'exemple type de celui qui parle, celui qui énonce des principes, mais qui ne les met pas en œuvre. C'est comme on l'a dit par rapport aux diplômes. Si vous dites qu'il faut authentifier les diplômes, il faut commencer par la tête, il faut commencer par les ministres. Voilà. Donc, effectivement, depuis le début de son mandat, la lutte contre la corruption semble être effectivement son cheval de bataille. Et quand vous décidez de guerroyer dans ce sens-là, mais il faut être propre, comme on le dit tout simplement. Mais je dirais que c'est encore la preuve que l'Afrique du Sud est une démocratie qui marche, parce que ce n'est pas la première fois qu'un président est mis en cause. Avant lui, il y a eu Jacob Zuma, il y a eu bien d'autres responsables. Et je pense que même pour Jacob Zuma, ce n'est pas encore terminé avec la famille indienne là. Et donc, vous voyez, il faut peut-être que dans les autres pays, il y a aussi cet élan pour dire
les dirigeants doivent être responsables, mais surtout ils doivent être exemplaires dans ce qu'ils font. Maître, face à cette situation, Parfait le disait, c'est un exemple de démocratie qui met dans un pays. Est-ce que, par exemple, on voit la médiateur de la République qui sort un rapport qui indexe le président, ou du moins qui, en tout cas, accuse le président de tromperie parce qu'il a fait de fausses déclarations? Oui, c'est la preuve qu'ils ont des institutions fortes. Bon, c'est la preuve aussi que peut-être les Blancs qui gouvernaient le pays bien avant, oui, n'ont pas démilité sur tous les plans. Parce que c'est l'administration qu'ils ont laissée. Donc, n'oubliez pas que la juridiction sud-africaine a déjà eu à prendre position contre le gouvernement concernant la CPI, concernant l'extradition. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que c'est un pays où les institutions fonctionnent. Et c'est ce que nous souhaitons pour tous les pays africains, comme Barack Obama l'avait souhaité. Bon, maintenant, il faut se dire une chose. Il est difficile pour un homme d'affaires, quelqu'un qui s'est enrichi dans les affaires, de dire qu'il veut lutter contre la corruption. Parce que quand on s'enrichit dans les affaires, c'est qu'on est passé dans le milieu. Par toutes ces méthodes. Voilà, par les méthodes. Parce que comme a dit François Mitterrand, les richesses subites sont toujours suspectes. C'est clair. Donc quand en une génération on s'est enrichi, il est difficile qu'on ne soit pas passé par les réseaux des affaires. Voilà. Donc maintenant, venir dire qu'on va lutter contre la corruption, ça, c'est suspect. Et comme j'ai eu à dire ici, ceux qui dirigent l'ANC actuellement là, ce sont les militants de la deuxième et de la troisième génération. Ce ne sont pas des militants comme les Mandela, les Sisulu, les Albert Luthuli, les Desmond Tutu, qui, eux, luttaient plus ou moins par conviction et aussi par nécessité. Ces gens, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix et parce que aussi leur avenir en tant que Noirs était dans ça. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement la conviction. Donc, il ne faut pas leur demander, il ne faut pas d'avoir les mêmes exigences que la génération des Mandela. D'accord. Alors, Lengani, le président n'a pas du tout apprécié le rapport fait par la médiatrice de la République. Il a estimé que c'était un rapport malheureux parce qu'elle n'a pas pris en compte le fait que lui-même, il n'a pas été très bien informé sur la situation et qu'il aurait donné un avis qui n'est pas celui qu'il devait donner. En plus, il s'est engagé à rembourser la somme. Moi, je crois que, en même temps qu'il faut saluer, il faut être très, très prudent avec les politiques. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit même le fait d'un jeu politique. Derrière l'indépendance de la médiatrice, moi, je peux voir un jeu politique, effectivement, qui est quoi? Que l'establishment aujourd'hui reproche quelque chose au président et veut lui faire payer, en tout cas le tenir en laisse d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais le plus important, c'est qu'effectivement, le problème est posé de manière officielle et chacune des parties va s'expliquer. Et le président Ramaphosa a avancé des possibilités de solution. C'est aux institutions concernées de voir si effectivement c'est acceptable ou pas. Mais il est entendu que, de mon point de vue, il est très difficile à la fois de venir du milieu des affaires et se dire propre, que même faire de la politique dans nos contrées et puis se dire propre. Ça veut dire les élections sous nos tropiques, qu'on dit équitable, machin, etc. Bon, tout le monde sait qu'en bas, il y a tout un jeu de trafic d'influence, il y a des pots de vin, il y a toutes sortes de manigances qui se posent. Et donc, Cyril Ramaphosa, de mon point de vue, n'est pas le premier à se trouver dans cette situation. Il a été pris la main dans le sac, ben, c'est à lui de se dépêtrer pour s'en sortir. Évariste Monsebo, pour terminer sur cette actualité de l'Afrique du Sud, un président qui vient, qui est M. Touklin, et du coup, qui se fait prendre pour mensonge, tromperie de l'Assemblée nationale. Non, il dit qu'il a été induit par des informations incomplètes et erronées. Mais ça ne l'excuse pas pour autant parce que, vu son rang, il aurait dû quand même prendre toutes les dispositions pour s'assurer avant de répondre, puisqu'il répondait à une question de l'opposition. Donc, en tant que président, chef d'État, tu ne peux quand même pas te permettre de te lancer contre. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que c'est un contre-pouvoir qui va contraindre le président à rembourser. On a parlé d'institutions, mais je dirais que c'est la presse.
Parce que vous savez, ça pour rien dans nos pays, on tente pour d'étouffer la presse, on tente de l'empêcher de s'exprimer. Le cas Zouma, la presse a révélé plus de 700 affaires. Et ça, c'est peut-être un des points forts de la démocratie en Afrique du Sud. Merci. Non, mais il ne faut pas oublier que la presse est une institution. Hein. Tout à Ça fait. fait partie des institutions de la République. Tout à fait. Merci à vous, merci d'avoir pris de votre temps pour évoquer ces différents sujets-là et les analyser pour nos téléspectateurs. Je rappelle que j'étais donc avec Parfait Silga. Parfait Silga est journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Isaka Lengani, journaliste et directeur de publication de l'Opinion. C'est un journal qui paraît maintenant en ligne. Merci Lengani. Et Dr Évariste Faustin Concebo, il est donc chroniqueur média, il est aussi analyste, président plutôt de l'association SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et prime porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Et enfin, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, il est donc avocat, inscrit au barreau, il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.